Madame, Monsieur, bonsoir. C'est toujours avec le même plaisir que je vous informe sur Gabon 24. Au sommaire de l'actualité ce soir, au Gabon, la visite du président rwandais Paul Kagame qui est l'hôte d'Ali Bongo Ondimba, et c'est dans le cadre d'une visite de travail de 24 heures qu'il a été sur notre terrain. Toujours au Gabon et à 3 jours de la rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale, accompagné de ses collègues du budget et des eaux et forêts, ont visité ce vendredi après-midi la zone spéciale de Nkok de Libreville. L'objectif de la visite nous sera donné dans ce journal. Et puis le festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, se tiendra du 25 février au 4 mars 2017 dans la capitale burkinabé. Plus de 500 films sont déjà inscrits pour cette grande édition. Voilà pour le sommaire. Débutant avec l'arrivée à Libreville ce vendredi du président rwandais Paul Kagame qui a rencontré son homologue Ali Bongo Ondimba. Au programme de cette rencontre qui s'est tenue au palais présidentiel, le renforcement des relations bilatérales sur le plan politique et économique, mais aussi un point sur la diversification de l'économie et des nouvelles technologies. La COP 22 n'était pas en reste des échanges. Le reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Premier chef d'État a foulé le sol gabonais, le Rwandais Paul Kagame. À sa descente d'avion, Ali Bongo Ondimba au bas de la passerelle pour l'accueillir. Accolade, honneur militaire, puis civilité aux personnalités gabonaises et rwandaises. Brefs échanges au salon d'honneur de l'aéroport international Léomba entre Ali Bongo Ondimba et Paul Kagame avant le départ du cortège présidentiel. A signaler que le président rwandais est en visite de travail de 24 heures à Libreville. En deuxième période, c'est l'avion du président tchadien qui s'est posé. Cérémonial identique au premier, accueil d'Idriss Déby par Ali Bongo Ondimba, le chef de l'État tchadien, du reste président en exercice de l'Union africaine, en escale technique à Libreville, a saisi cette opportunité pour discuter avec son homologue gabonais des questions d'actualité avec en prime les problèmes de sécurité qui interpellent chaque jour les dirigeants de notre continent. Quelques heures avant, le chef de l'État Ali Bongo Ondimba a eu un tête-à-tête avec son homologue du Tchad Idriss Déby Itno qui est venu féliciter le numéro 1 gabonais pour sa réélection, mais aussi ils ont évoqué ensemble le volet sécuritaire qui ont été entre autres les sujets abordés avec cette personnalité. Le point avec nos confrères de la presse présidentielle. Arrivé à Libreville dans le cadre d'une visite de travail, le président de la République du Tchad, président en exercice de l'Union africaine, Idriss Déby Itno, est venu féliciter son homologue Ali Bongo Ondimba pour sa réélection à la tête du pays, mais aussi échanger avec lui sur les questions de sécurité en Afrique et dans la sous-région, au terme d'un sommet qui s'est tenu à Luanda, en Angola. Venir aussi de vive voix féliciter pour son élection à la tête du pays par le peuple gabonais, bien sûr. Je pense que le calme est revenu dans le pays, que la situation sécuritaire s'est nettement améliorée. Je voudrais donc vraiment me féliciter de la manière dont le président Ali a géré la situation et surtout la responsabilité qui s'est engagée lui-même vers le dialogue. Cet échange, qui s'inscrit dans le cadre des consultations et concertations périodiques entre les deux dirigeants, a permis également au président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, en sa qualité de président à l'exercice de la CAC, de se prononcer sur le contenu de cette rencontre. Le président en exercice de l'Union africaine est dans des consultations avec un certain nombre de ses pairs et nous avons toujours travaillé, que ce soit avant que le président soit à la charge de l'Union africaine, en tant que responsable de la CEAC à l'époque, nous avons toujours travaillé pour la paix dans la sous-région. La paix dans la sous-région reste notre objectif principal. Il faut rappeler que le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba et son homologue Idriss Déby Itno ont une convergence de vues sur les questions de sécurité et de lutte contre les changements climatiques. Cérémonie de prestation de serment ce vendredi dans la salle d'apparat du palais de justice de Libreville d'une cuvée de 49 magistrats stagiaires sortis de l'École nationale de la magistrature. Le reportage de Larissa Matsomo. 49 magistrats sortis fraîchement de l'École nationale de la magistrature ont prêté serment ce vendredi au palais de justice de Libreville.
Occasion pour le premier président de la Cour de cassation de faire des recommandations d'usage aux nouveaux venus dans la corporation. Il convient de ne pas perdre de vue que le bon fonctionnement de notre système judiciaire repose largement sur l'éthique et la déontologie du magistrat, ainsi que sur le respect des devoirs de son État. Désormais, vous êtes investi d'une responsabilité majeure et d'une mission sensible, celle de juger votre semblable. J'ose croire que vous mesurez véritablement l'étendue et le poids de cette noble charge. Dire le droit est une tâche difficile, exigeante, voire ingrate. Et c'est à raison que le président Jacques Chirac, cité par Maître David Richard, dans son ouvrage intitulé Jamais sans Maroc, considère que l'art de juger est sans doute l'une des activités humaines les plus difficiles à accomplir. Pour le procureur général, près la Cour de cassation, la prestation de serment n'est pas une simple formalité de routine, une dévotion qui constitue un engagement que les nouveaux magistrats ont pris devant la nation tout entière. La mission internationale d'observation électorale des ONG et associations africaines a rendu public par le biais d'un point de presse tenu ce vendredi à Libreville son rapport final de l'élection présidentielle du 27 août dernier au Gabon. Dans l'ensemble, la mission a noté un bon déroulement du scrutin où des conditions de transparence étaient réunies et dont les résultats ne peuvent souffrir d'aucune contestation, selon Lariska Laure Mamengi. Après plusieurs mois passés au Gabon pour veiller au bon déroulement de l'élection présidentielle, la mission d'observation électorale des ONG et associations africaines présente son rapport final ce vendredi à Libreville au cours d'un point de presse. L'élection présidentielle du 27 août 2016, de par ses enjeux et son caractère inclusif et compétitif, constitue une avancée politique notable en République gabonaise. La mission voudrait saluer le fait qu'en dépit des tensions perceptibles, le jeu électoral s'est globalement déroulé dans un climat apaisé. Ce rapport de fin de mission est adressé particulièrement aux autorités électorales, politiques, organisations de la société civile africaine et aussi les partenaires au développement du Gabon, afin qu'ils soutiennent les efforts du gouvernement gabonais dans les processus électoraux à venir. En termes de recommandations, la MIOE O2A formule, entre autres, un dialogue politique entre partis, lequel pourrait être élargi aux observateurs nationaux et internationaux. Réviser le code électoral afin d'harmoniser les différents articles contradictoires et mettre certains éléments en accord avec la pratique établie et acceptée. Adopter dès que possible des mesures permettant d'assurer le suivi, le stockage et la mise à jour informatisée de toutes les données du fichier électoral. La mission d'observation électorale des ONG et associations africaines quittera le territoire gabonais dans quelques jours. Le ministre de l'Éducation nationale du Gabon, Florentin Moussavou, et ses collègues du budget et des eaux et forêts étaient ce vendredi à la zone économique spéciale de Coq, située à une vingtaine de kilomètres de Libreville. Objectif, se rassurer de l'évolution de la fabrication des tables-bancs commandés pour le dit ministère pour l'ensemble des établissements primaires et secondaires du pays à l'orée de la rentrée des classes. Jamila Mengban. Assis sur les tables-bancs destinés aux élèves des établissements du Gabon, Florentin Moussavou, le ministre de l'Éducation nationale, et ses collègues du budget, des petites et moyennes entreprises, de la forêt, ont touché du doigt les meubles fabriqués à partir d'essence du Gabon, dont la qualité est indéniable et qui serviront dans les tout prochains jours aux apprenants. Cette année-ci, les enfants du Gabon pourront bénéficier de tables-bancs, d'autant plus que ces tables-bancs sont fabriqués suivant des procédés très modernes, très particuliers, qui garantissent à la fois la sécurité des enfants, une bonne assise, mais également qui pourront leur permettre de travailler correctement. 100 à 150 000 tables-bancs en pleine confection, dont le matériau utilisé est apprécié par plus d'un, et dont la livraison se fera de façon progressive, à la grande satisfaction de la délégation ministérielle. Chaque semaine, il y aura des tables-bancs. Chaque semaine, on livrera des tables-bancs. Nous avons remis au directeur de l'usine, au producteur, donc une liste des établissements du Gabon, ceux de Libreville, ceux de Port-Gentil, mais également et surtout ceux de l'intérieur du pays. Et les livraisons se feront progressivement et nous espérons ainsi remplir les besoins qui sont exprimés partout dans le pays.
Cette opération gouvernementale répond aux hautes instructions du chef de l'État Ali Bongo Ondimba et à une attente très importante vu le manque criard de table-banc dans les établissements. Le village Afia, nous sommes là dans le nord du Gabon et sous les feux des projecteurs depuis quelques jours à cause d'une affaire de massacre d'éléphants orchestrée par des trafiquants d'ivoire. Ces dernières heures ont permis de faire la lumière sur les faits et de mettre la main sur tous les coupables de cet acte de braconnage qui choque tout le village. Larissa Matsumo. Selon une source autorisée, l'information relative à la découverte d'une carcasse d'éléphant est parvenue le 21 octobre dernier à la direction provinciale des eaux et forêts d'OEM. Devant cette information d'une extrême gravité, le directeur provincial lui-même ordonne une descente à Afia, aux confins du département du Haut-Leu. Dans les heures qui suivent, une mission conjointe de la direction provinciale des eaux et forêts, de la brigade centre de gendarmerie d'OEM et de l'ONG Conservation Justice fait le déplacement pour s'enquérir de la situation. Arrivée sur les lieux, la mission entre dans la forêt épaisse et enclenche une marche de plusieurs kilomètres. Au bout de la marche, une dépouille d'éléphant en état de décomposition gît au long d'un cours d'eau. Le pachyderme est dépourvu de ses ivoires. L'enquête au village Afia révèle rapidement l'identité des présumés responsables de cet acte. 2 hommes, Biogo Evung et Richard Mba, auraient chassé l'animal. Le premier cité est interpellé le lendemain de la découverte, c'est-à-dire le 23 octobre. Cette seconde arrestation a été rendue possible grâce à la diligence du procureur qui a informé son collègue de Lambaréné. Les mises en cause seront présentées devant le procureur pour répondre des faits de chasse et détention illégale des trophées d'une espèce intégralement protégée, infraction prévue et punie par les dispositions du Code forestier. Et à ce titre, ils risquent jusqu'à 6 mois de prison ferme. L'actualité en Afrique débute en RCA. Faustin Archange Touadéra, président centrafricain, a rencontré ce vendredi au Palais de la Renaissance les forces vives de la nation pour discuter de la situation générale du pays. Face à la montée de l'insécurité dans le pays, certains leaders politiques ont demandé au président de la République d'ouvrir des concertations avec les forces vives de la nation. Nous regardons ce reportage. Le président centrafricain Faustin Archange Touadéra a reçu ce vendredi matin au palais présidentiel à Bangui la visite des représentants de divers segments de la nation pour discuter de la situation du pays. À la rencontre tenue au palais de la Renaissance ont participé aussi des diplomates accrédités en Centrafrique et des représentants des agences des Nations Unies. La rencontre du chef de l'État avec les forces vives de la nation a eu lieu quelques jours après les violences qui ont coûté la vie à un membre de la garde de l'ex-président de transition, Catherine Samba Panza. Cette rencontre s'est tenue à la demande des leaders des partis politiques qui ont proposé une concertation sur les violences en Centrafrique. Faustin Archange Touadéra, élu en début d'année, et son gouvernement ont la difficile mission de rétablir l'autorité de l'État et de relancer l'économie de ce pays, confronté à des violences communautaires entre musulmans et chrétiens de 2013 à 2015. Le retrait du Burundi de la Cour pénale internationale a été formellement notifié ce vendredi auprès de l'Organisation des Nations Unies. Celui-ci prendra effet 1 an après la réception de cette lettre. Le récit de Larissa Matsumo. Le Burundi a notifié formellement aux Nations Unies sa décision de se retirer de la Cour pénale internationale, a annoncé jeudi le porte-parole de l'ONU. La lettre officielle a été remise au service du secrétaire général de l'ONU Ban Ki-moon par la ministre burundaise de la Justice, Laurentine Kanyana, lors d'une visite à New York. Successivement, le Burundi, l'Afrique du Sud et la Gambie ont annoncé leur retrait de la CPI, l'accusant de cibler essentiellement des pays africains. L'ONU n'a pas encore reçu de notification officielle de la Gambie. Les Nations Unies souhaitent que Pretoria et Bujumbura reviennent sur leur décision. La CPI avait lancé en avril une enquête préliminaire sur des accusations de meurtre, torture et autres exactions au Burundi. Les experts de l'ONU avaient aussi mis en cause les forces de sécurité burundaises dans un rapport accablant. Le Burundi est plongé dans une grave crise depuis que le président Pierre Nkurunziza a annoncé en avril 2015 sa candidature à un 3e mandat qu'il a obtenu en juillet de la même année après une élection boycottée par l'opposition. Des violences ont fait plus de 500 morts et poussé plus de 270 000 personnes à quitter le pays. Un Kenyan de 24 ans, originaire du nord-est du pays, a été abattu jeudi après-midi à l'extérieur de l'ambassade des États-Unis à Nairobi après avoir blessé au couteau un policier en faction devant les locaux. Le récit de Katia Sandong.
Les faits se sont déroulés jeudi dans l'après-midi. L'homme marchait sur le trottoir lorsqu'il s'est soudainement retourné, s'est dirigé droit vers le policier et a tenté de se saisir de son âme, a Rotali Vitali, le chef de la police du quartier Viviri, qui abrite l'ambassade des États-Unis dans le nord de la Nairobi au Kenya. Peu après, l'homme était abattu après avoir porté des coups de couteau au policier à la main. Le policier blessé appartient à l'unité paramilitaire de la police kenyane en charge de sécuriser les abords de l'ambassade. Hospitalisé pour des blessures légères, l'homme est en bonne condition, a précisé Vitali. C'est un de ses collègues qui a abattu l'assaillant. Ce dernier a été identifié par la police. Il s'agit d'un Kenyan de 24 ans d'origine de Wari dans le nord-est, un comté frontalier de la Somalie. On ignore si cette attaque révélait d'un acte de démence ou si elle était motivée par des raisons politiques ou religieuses. Nous tentons de savoir s'il avait des complices et s'il a été envoyé par quelqu'un, a commenté le chef de la police du quartier. En début de soirée, les enquêteurs kenyans étaient à pied d'œuvre sur place, assistés par 5 membres du Bureau fédéral d'investigation. L'ambassade des États-Unis confirme qu'il y a eu des incidents avec des tirs d'armes à feu près de l'ambassade. Aucun personnel de l'ambassade n'a été impliqué, a fait savoir dans un communiqué la représentation diplomatique. Outre l'ambassade des États-Unis, le quartier de Gigiri abrite également la grande complexe des Nations Unies au Kenya. Je vous l'annonçais en titre, la 25e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, se tiendra du 25 février au 4 mars 2017 dans la capitale burkinabé. Les contours de ce festival avec Katia Sandong. Le ministre burkinabé de la Culture, Tahirou Barry, a relevé jeudi le logo de la 25e édition du Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO. Prévu du 25 février au 4 mars 2017, le festival aura pour thème « Formation et métiers du cinéma et de l'audiovisuel » et aura la Côte d'Ivoire comme invité d'honneur. Côté programmation, le délégué général du festival, Soma, a annoncé l'enregistrement de plus de 500 films, ajoutant qu'un délai supplémentaire de 21 jours, soit jusqu'au 21 novembre, avait été décidé pour l'acheminement des dossiers des films en compétition. Les œuvres rivaliseront dans 5 catégories, long et court-métrage, documentaires, séries télé et films des écoles africaines. 7 salles de projection sont prévues. Les espaces d'aménagement au Conseil burkinabé des chargeurs ou à l'Institut français serviront également de lieu de projection, ont expliqué les organisateurs. Avec un budget de 1,2 milliard de francs CFA, le FESPACO 2017 entend mettre l'accent sur la mise en œuvre du plan stratégique du développement 2014-2023, appuyé par l'Union européenne pour renforcer l'institution via des services de qualité aux professionnels. Selon les organisateurs, l'innovation majeure concernera le marché international du cinéma et de la télévision africaine qui va abriter des rencontres entre professionnels, des conférences thématiques, des masterclass ou encore des ateliers de formation. L'actualité dans le monde débute en France où Alain Juppé, en meeting jeudi soir à la Garde, a dit vouloir développer un État fort aux frontières contrôlées et a développé ses propositions sur l'emploi. Dorothée Afinizo s'en fait l'écho. L'ancien Premier ministre Alain Juppé, candidat à la primaire de droite en France, était en meeting jeudi à la Garde, dans le département du Var. Un discours marqué par sa conception de la République. Un État fort, d'abord. Un État qui incarne l'autorité, qui fasse preuve d'autorité, ce qui nous manque tant aujourd'hui dans notre société. Tout cela pour protéger les Françaises et les Français qui ont un immense besoin de sécurité. La sécurité est la première des grandes libertés républicaines que nous devons assurer à nos concitoyens. Favori des sondages à la primaire, le maire de Bordeaux n'a pas esquivé les questions liées aux flux migratoires, actuellement au centre des préoccupations en Europe. La laïcité, elle a deux visages, pas un seul. Le premier, c'est la liberté de religion. Dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la liberté de choisir sa religion et de la pratiquer est une liberté fondamentale. Et il faut la garantir, ou aucune religion. Naturellement, ça n'est pas une obligation, c'est un choix. Mais l'autre visage de la laïcité, c'est que toute religion en France doit respecter les lois de la République et ne pas prétendre imposer ses propres lois à la République. Lors de ce meeting, le candidat à la présidentielle française de 2017 a également évoqué les questions du chômage, de sécurité, d'emploi et d'économie, tant de sujets qui pèseront dans le choix des Français pour leur prochain président.
En Italie, cette fois, un fort séisme, le deuxième en 2 mois, a été enregistré dans le centre du pays, conséquence d'importants dégâts matériels et des blessés. Les victimes inquiètes demandent aux autorités un délogement. Linda Gaël Maganga nous en dit plus. Les sinistrés du séisme qui a secoué le centre de l'Italie mercredi sont placés dans un établissement d'accueil. Et pour les réconforter, les autorités du pays se relaient à leur chevet. L'Italie traverse des moments de grande difficulté, mais tous ensemble, nous n'abandonnons pas ces populations, ces communes. Nous avons apporté les premiers 40 millions aujourd'hui qui suffiront seulement à commencer le processus de reconstruction. Nous devons rouvrir l'université de Camerino, c'est fondamental. Mais ce n'est pas le moment des polémiques. Tous ensemble, nous devons travailler pour que l'on puisse à terme mettre l'Italie en sécurité à l'avenir et permettre à ces populations de revenir. Les deux secousses ont fait ressurgir la crainte de voir s'écrouler des bâtisses anciennes et par la même occasion, une disparition d'architecture historique. Cette ville a une histoire très ancienne. Son université, même si elle est petite, elle est très importante et de grands esprits y sont issus. Pour ce séisme, aucune disparition n'a été enregistrée. Les secouristes sont déployés dans la zone épicentre des secousses, mais les Italiens s'interrogent déjà sur les mesures préventives, car c'est la deuxième fois en moins d'un trimestre que le pays enregistre des catastrophes naturelles de ce type. Direction les États-Unis cette fois, où selon les derniers sondages, Donald Trump dévance Hillary Clinton de 19 points parmi les électeurs qui servent ou ont servi dans l'armée américaine. Mais il y a peu d'enthousiasme pour les deux principaux candidats à l'élection présidentielle. Reportage de l'AFP. Arrivée remarquée à l'hôpital des anciens combattants à Fayetteville pour une visite de charité. Pour ces vétérans, comme pour les 22 autres millions que compte le pays, le sort réservé aux anciens combattants et aux militaires actifs est une question centrale. Selon les derniers sondages, Donald Trump possède une grande avance sur Hillary Clinton parmi ce groupe qui vote généralement républicain. Je suis enregistré comme républicain, mais beaucoup de ces gars-là sont indépendants. Ils auraient probablement pu voter pour l'un ou l'autre. Je suis déçu par le Parti républicain, mais c'est soit Trump ou Hillary. Donc je vais voter Trump. Trump est devant, mais son avance est inférieure à celle des précédents candidats républicains. Ses commentaires sur le prisonnier de guerre et sénateur John McCain et sur la famille d'un soldat américain musulman tué en Irak en ont dissuadé beaucoup, tout comme son détournement de fonds destiné aux anciens combattants. Beaucoup de vétérans ont réclamé le retrait de Trump du ticket républicain. Je crains que les avantages pour lesquels les États-Unis et l'armée américaine se sont battus depuis des années s'évaporeront si Donald Trump devient président. Chris a servi son pays à 2 reprises en Irak et travaille désormais comme chauffeur Uber en attendant de trouver un emploi à temps plein. Il votera démocrate en novembre, au contraire de ses amis militaires. Beaucoup d'entre eux ne vont probablement pas voter. Ils n'aiment ni Trump ni Hillary. Et honnêtement, je ne leur en veux pas. Mais je connais quelques personnes qui ont basculé à droite quand ils ont quitté l'armée. Trump et Clinton ont promis de réformer le département des anciens combattants pour assurer un meilleur accès aux soins de santé. Des engagements, mais pour l'instant peu de détails sur la mise en place de ces politiques. Le président socialiste du Venezuela, Nicolás Maduro, a annoncé jeudi une hausse de 40% du salaire minimum à la veille d'une grève générale convoquée par l'opposition qui cherche à obtenir son départ anticipé. Katia Sandong. Je vais signaler une augmentation de 40% du revenu minimum égal des travailleurs, actuellement légèrement inférieur à $140 par mois, a déclaré jeudi le chef d'État vénézuélien Nicolás Maduro lors d'une réunion de remise de logements sociaux. Importante en apparence, cette hausse reste toutefois infime par rapport à l'inflation galopante dans le pays. Pour surveiller, protéger le salaire des travailleurs, j'ai décidé d'activer la 4e augmentation de salaire de l'année à partir du 1er novembre. Il faut vérifier qu'ils produisent, qu'ils travaillent.
Une entreprise qui est arrêtée sera récupérée par la classe ouvrière. Je ne vais pas en douter, sachez-le. Je ne vais pas en douter ou accepter des conspirations. Une entreprise arrêtée est une entreprise qui sera récupérée par la classe ouvrière et la révolution. Dimanche prochain, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, je vais assister à la table de dialogue qui a été convoquée en présence d'un envoyé du pape, des lunasures et des ex-présidents. Asphyxié par la chute des coûts de brut, source de 96% de ses devises, le Venezuela vit l'une des pires crises économiques de son histoire et de son inflation. Stimulée par la pénurie, est devenue totalement incontrôlable. Elle devrait atteindre 475% cette année, selon le FMI, puis exploser à 1660% en 2017. Et pour finir, la page sport de ce journal avec le président de la Ligue nationale de football professionnel qui s'est exprimé ce vendredi à l'occasion d'un point de presse organisé dans le nord de la capitale gabonaise. Il est revenu sur la question de la subvention et la date de démarrage du championnat national de football professionnel au micro de Freddy Koula sur des images d'Alexandre Kogué. Quelques heures après un point de presse tenu ce vendredi en son siège à Angondje, le président de la Ligue nationale de football professionnel, Brice Mbika-Njambou, est revenu sur les questions de subvention du National Foot et le chronogramme de la saison à venir déjà entaché d'un premier report. Ce qui nous gêne le plus, c'est le fait que nous voulons démarrer pour une fois un championnat avec des licences des joueurs et non des trombinoscopes comme nous l'avions fait par le passé. Il y a une commission technique qui a été mise en place. Cette commission va se mettre au travail dès la semaine prochaine, le temps pour les clubs de se mettre à jour sur le plan administratif et réunir tout ce qui leur est demandé pour satisfaire aux exigences de cette licence club. Donc voilà un peu évoquer les raisons qui nous ont conduits à ramener, à repousser la date du championnat au 19 novembre 2016. Bien évidemment, le 12 novembre, nous aurons bouclé avec l'Assemblée générale parce qu'il faut absolument que nous fassions le bilan de la saison écoulée. Ça, c'est pour la première division parce que la deuxième division reprendra le 26 novembre 2016. Remerciant au passage la ministre des Sports pour sa promesse tenue, le président de la LINAFP et ses pairs n'espèrent qu'une chose, voir le championnat se dérouler aux dates indiquées et sans interruption cette fois. Le rappel des titres avant de nous quitter. Nous avons eu en bonne place, Madame, Monsieur, dans cette grande édition au Gabon, le président rwandais Paul Kagame et l'hôte d'Ali Bongo Ondimba dans le cadre d'une visite de travail de 24 heures. Nous avons eu les contours de cette visite dans ce journal. Toujours au Gabon et à 3 jours de la rentrée des classes, le ministre de l'Éducation nationale, accompagné de ses collègues du budget et des eaux et forêts, ont visité ce vendredi après-midi la zone spéciale économique de Coq de Libreville. L'objectif de la visite nous a été donné dans ce journal. Et puis le Festival panafricain du cinéma de Ouagadougou, FESPACO, se tiendra du 25 février au 4 mars 2017 dans la capitale burkinabé. 500 films au moins sont déjà inscrits à ce grand rendez-vous du cinéma. Voilà, Madame, Monsieur, nous avons livré là l'essentiel de l'actualité du jour. Merci à vous de l'avoir suivi. L'information reste en continu sur Gabon 24.